Alors que le monde regarde, l'Iran défie les puissances les plus redoutables. Comment ce pays parvient-il à résister à la guerre? Découvrons-le. Qu'est-ce qui rend l'Iran si difficile à vaincre? Entre stratégie, idéologie et pouvoir, plongé au cœur de sa résistance. Une stratégie militaire asymétrique. L'Iran ne combat pas comme les grandes puissances, il utilise missiles, drones et tactiques indirectes pour compenser son retard militaire. Dans l'imaginaire collectif, la guerre se résume souvent à une confrontation directe entre armées puissantes, chars, avions et bombardements massifs. Pourtant, l'Iran ne joue pas selon ces règles. Depuis plusieurs décennies, le pays a compris une chose essentielle, il ne peut pas rivaliser frontalement avec des puissances comme les États-Unis. Alors, au lieu de chercher à égaler ses adversaires, il a choisi une approche totalement différente, une stratégie dite asymétrique. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela veut dire que l'Iran évite le combat direct. Il privilégie des méthodes indirectes, imprévisibles, et souvent difficiles à contrer. Plutôt que d'envoyer de grandes armées sur un champ de bataille classique, il utilise des outils modernes et discrets, des missiles balistiques capables de frapper à longue distance, des drones sophistiqués, et surtout, des opérations ciblées. Ces armes ont un objectif précis, compenser les faiblesses militaires du pays tout en maximisant les dégâts chez l'adversaire. Prenons les drones, par exemple. Peu coûteux comparés aux avions de chasse, ils peuvent être produits en grande quantité et envoyés en mission sans risquer la vie de pilote. Résultat, l'Iran peut saturer les défenses ennemies et créer un sentiment d'insécurité constant. Mais la véritable force de cette stratégie ne réside pas seulement dans la technologie, elle repose aussi sur la psychologie. L'Iran cherche à rendre chaque attaque imprévisible. L'ennemi ne sait jamais d'où viendra la prochaine menace, une base militaire, un navire en mer, ou même une infrastructure stratégique. Cette incertitude oblige les adversaires à rester constamment sur la défensive, à dépenser des milliards pour se protéger, et à vivre dans une tension permanente. C'est une guerre de l'usure. Au lieu de gagner rapidement, l'Iran cherche à épuiser ses ennemis, lentement mais sûrement. Chaque attaque, même mineure, s'inscrit dans une stratégie globale visant à affaiblir la volonté de combattre. Et c'est là toute la différence. Là où certaines puissances misent sur la force brute, l'Iran mise sur l'intelligence stratégique. Il transforme ses faiblesses en avantages, en adoptant un modèle de guerre flexible, adaptable et redoutablement efficace. Ce choix n'est pas un hasard. Il est le résultat d'années d'expérience, notamment après la guerre Iran-Irak, qui a profondément marqué la manière dont le pays conçoit le conflit. Aujourd'hui, cette stratégie asymétrique est devenue la pierre angulaire de sa résistance. Et tant que cette approche restera en place, l'Iran continuera de défier des adversaires pourtant bien plus puissants sur le papier. Le réseau d'alliés dans la région, proxy. Hezbollah, milice irakienne, Houthi, l'Iran ne combat jamais seul, il étend la guerre sur plusieurs fronts. Si l'Iran devait affronter seul ses ennemis, sa résistance serait bien plus fragile. Mais en réalité, il ne combat presque jamais seul. Sa véritable force se trouve au-delà de ses frontières. Depuis plusieurs années, l'Iran a construit patiemment un réseau d'alliés armés à travers le Moyen-Orient. Ce réseau, souvent appelé « force proxy », lui permet d'étendre son influence et de mener des combats, sans être directement en première ligne. Parmi ses alliés, on retrouve des groupes puissants et bien organisés comme le Hezbollah au Liban, des milices en Irak, ou encore les Houthis au Yémen. Mais pourquoi cette stratégie est-elle si efficace? Parce qu'elle change complètement les règles du jeu. Au lieu d'un seul front de guerre, l'Iran peut en ouvrir plusieurs en même temps. Une tension au Liban, une attaque en mer Rouge, une instabilité en Irak, tout cela peut être coordonné sans que l'Iran n'apparaisse officiellement comme l'acteur principal. C'est une guerre de l'ombre. Grâce à ses alliés, l'Iran peut frapper ses adversaires à distance, tester leurs réactions, et maintenir une pression constante. Et surtout, il garde une forme de déni, il peut soutenir, influencer, mais éviter une confrontation directe qui pourrait déclencher une guerre totale. Cette stratégie offre un avantage majeur, elle complique énormément la réponse des ennemis. Frapper directement l'Iran devient risqué, car cela pourrait déclencher des représailles sur plusieurs fronts en même temps. Une attaque contre Téhéran pourrait rapidement provoquer une escalade au Liban, en Irak ou au Yémen. Le conflit devient alors régional, voire incontrôlable. Mais ce réseau ne sert pas uniquement à faire la guerre. Il permet aussi à l'Iran d'étendre son influence politique et stratégique dans toute la région. Chaque groupe allié devient un relais, un point d'appui, une pièce dans un échiquier beaucoup plus vaste. C'est une stratégie de profondeur.
Même si l'Iran est attaqué sur son territoire, il peut répondre ailleurs. Même s'il est affaibli localement, il reste dangereux à l'échelle régionale. Et c'est précisément ce qui le rend si difficile à neutraliser. Car pour vaincre l'Iran, il ne suffirait pas de le battre sur un seul front, il faudrait démanteler tout un réseau, dispersé, enraciné et souvent invisible. Une mission presque impossible. Le contrôle du pétrole et du détroit stratégique. Le détroit d'Ormuz est un point clé du commerce mondial, l'Iran peut perturber l'économie mondiale et faire pression. Dans une guerre moderne, les armes ne sont pas toujours des missiles ou des drones. Parfois, la véritable puissance se cache, dans la géographie. Et l'Iran possède un atout stratégique majeur, sa position face au détroit d'Ormuz. Ce passage maritime étroit, situé entre le golfe Persique et l'océan Indien, est l'un des points les plus sensibles de la planète. Chaque jour, une grande partie du pétrole mondial y transite. Des dizaines de navires, chargés d'énergie vitale pour les économies du monde entier, empruntent cette route. Et l'Iran est idéalement placé pour en contrôler l'accès. C'est là que tout change. Car dans un conflit, l'Iran n'a pas besoin de détruire une armée entière pour peser sur ses adversaires. Il lui suffit de menacer ce passage stratégique. Une simple tension, une attaque ciblée, ou même une déclaration, et les marchés mondiaux paniquent. Le prix du pétrole grimpe. Les économies tremblent. La pression internationale augmente. C'est une arme silencieuse mais redoutable. En cas de guerre, l'Iran pourrait perturber, ralentir, voire bloquer partiellement le trafic maritime dans cette zone. Et même sans aller jusque-là, il peut créer un climat d'incertitude permanent. Les grandes puissances, dépendantes de cette route, sont alors obligées de réagir avec prudence. Car une escalade dans cette région ne serait pas seulement militaire, elle serait économique et mondiale. C'est ce qui donne à l'Iran un levier unique. Contrairement à d'autres pays, il ne se contente pas de défendre son territoire. Il détient un point de pression global. Une capacité à influencer bien au-delà de ses frontières, sans forcément tirer un seul coup de feu. Et dans une guerre où tout est interconnecté, énergie, commerce, stabilité mondiale, ce type de pouvoir peut faire toute la différence. Ainsi, même face à des ennemis plus puissants militairement, l'Iran conserve un avantage stratégique crucial, la capacité de toucher le monde entier en contrôlant un simple passage maritime. Une doctrine de survie du régime. La priorité de l'Iran n'est pas de gagner rapidement, mais de tenir dans la durée face à ses ennemis. Pour comprendre pourquoi l'Iran résiste à la guerre, il faut aller au-delà des armes, au-delà de la stratégie militaire. Il faut comprendre une chose essentielle, pour le pouvoir iranien, la guerre n'est pas seulement un conflit, c'est une question de survie. Depuis la révolution iranienne de 1979, le régime s'est construit autour d'une idée centrale, résister aux pressions extérieures, coûte que coûte. Cette expérience fondatrice a profondément marqué la manière dont les dirigeants perçoivent le monde. Pour eux, les menaces étrangères ne sont pas ponctuelles, elles sont permanentes. Et dans cette logique, perdre une guerre ne signifie pas seulement une défaite militaire. Cela pourrait signifier la fin du régime lui-même. C'est ce qui change tout. Contrairement à d'autres pays qui peuvent chercher une victoire rapide ou un compromis, l'Iran adopte une vision à long terme. Son objectif principal n'est pas forcément de gagner, mais de ne jamais céder. Tenir. Résister. Survivre. Cette doctrine influence toutes les décisions stratégiques. Chaque action militaire, chaque alliance, chaque prise de position est pensée pour garantir la continuité du pouvoir. Cela explique pourquoi l'Iran accepte parfois des pertes importantes sans s'effondrer. Là où d'autres nations pourraient reculer, lui s'adapte, encaisse, puis riposte. C'est une logique d'endurance. Le régime s'est préparé à des scénarios extrêmes, sanctions économiques, isolement international, pression militaire. Rien de tout cela n'est nouveau pour lui. Au contraire, ces épreuves ont renforcé sa capacité à fonctionner sous contrainte. Et ce n'est pas tout. Cette doctrine de survie s'appuie aussi sur un discours puissant à l'intérieur du pays. Le pouvoir présente souvent les conflits comme une lutte existentielle, une défense de la nation et de ses valeurs. Résultat, la guerre devient une cause, presque une mission. Cette mobilisation idéologique permet de maintenir une certaine cohésion, même dans les moments les plus difficiles. Mais surtout, elle envoie un message clair aux adversaires. L'Iran ne s'effondrera pas facilement. Il est prêt à aller loin, très loin. Et c'est précisément ce qui rend toute confrontation avec lui particulièrement complexe. Car on ne combat pas seulement une armée. On affronte un système prêt à survivre à tout.
Une structure militaire complexe et résistante. Plusieurs forces armées plus gardiens de la révolution rendent le système difficile à détruire complètement. Derrière la résistance de l'Iran se cache une organisation militaire bien particulière, une structure pensée non pas seulement pour combattre, mais pour survivre à n'importe quel choc. Contrairement à la plupart des pays, l'Iran ne repose pas sur une seule armée classique. Il possède en réalité deux piliers militaires distincts, complémentaires et parfois même concurrents. D'un côté, il y a l'armée régulière, chargée de la défense traditionnelle du territoire. De l'autre, une force bien plus idéologique et stratégique, le corps des gardiens de la révolution islamique. توانگری و همپوشانی راهبردی ساختار نظامی ایران. کوالیته redondance stratégique de la structure militaire iranienne. Il joue un rôle central dans la sécurité du régime, dans les opérations extérieures, et même dans l'économie du pays. C'est une armée dans l'armée. Cette double structure rend le système extrêmement difficile à affaiblir. Si une partie est touchée, l'autre peut continuer à fonctionner. Si une chaîne de commandement est perturbée, une autre prend le relais. C'est une logique de redondance. Mais ce n'est pas tout. L'Iran a également dispersé ses capacités militaires sur l'ensemble de son territoire. Bases souterraines, installations cachées, missiles mobiles, tout est conçu pour éviter une destruction rapide en cas d'attaque. Autrement dit, même une frappe massive ne suffirait pas à neutraliser complètement ses capacités. Cette stratégie repose sur une idée simple. Index revers pointant vers la droite, blanc, rendre toute tentative d'élimination trop complexe, trop longue, et surtout trop coûteuse. En parallèle, le corps des gardiens de la révolution supervise aussi des opérations en dehors des frontières. Il coordonne les alliés régionaux, soutient des groupes armés, et étend l'influence iranienne bien au-delà du pays. On ne parle donc plus d'une simple armée nationale, mais d'un système militaire étendu, flexible, et profondément enraciné. Et c'est ce qui fait sa force. Car pour vaincre un tel dispositif, il ne suffirait pas de gagner une bataille. Il faudrait démanteler une structure entière, composée de multiples couches, chacune capable de fonctionner indépendamment. Une tâche extrêmement difficile. Ainsi, même sous pression, même face à des frappes ciblées, l'Iran conserve toujours une capacité de réponse. Et tant que cette structure restera intacte, sa résistance restera solide. La stratégie de « coût élevé ». L'Iran cherche à rendre la guerre trop coûteuse pour ses adversaires: économie, sécurité, énergie. Dans une guerre classique, l'objectif est souvent simple, vaincre l'ennemi le plus rapidement possible. Mais l'Iran, lui, joue un tout autre jeu. Sa stratégie repose sur une idée redoutable. Rendre toute guerre contre lui trop coûteuse pour être gagnée. Ce n'est pas forcément une question de victoire militaire directe. C'est une question de prix à payer. Depuis des années, l'Iran développe des moyens capables d'infliger des dégâts importants à ses adversaires, même sans disposer d'une armée équivalente. Missiles, drones, attaques indirectes, chaque outil est pensé pour augmenter les pertes potentielles en face. Mais ce coût ne se limite pas au champ de bataille. Il est aussi économique. Une simple escalade avec l'Iran peut faire grimper les prix du pétrole, perturber les marchés financiers et créer une instabilité mondiale. Les grandes puissances doivent alors réfléchir à 2 fois avant d'agir. Car une guerre ne coûterait pas seulement des vies. Elle coûterait des milliards. Et ce n'est pas tout. Le coût est aussi politique. Un conflit long et incertain peut devenir impopulaire auprès des populations. Les gouvernements peuvent perdre du soutien, faire face à des critiques internes, voire à des crises politiques. L'Iran le sait, et il s'appuie sur cette réalité. Chaque attaque, chaque tension, chaque réponse est calibrée pour envoyer un message clair. Si vous nous attaquez, vous paierez cher, très cher. C'est une forme de dissuasion. Pas basée sur la supériorité, mais sur la capacité à infliger des conséquences suffisamment graves pour décourager toute offensive. Et cette stratégie fonctionne particulièrement bien face à des adversaires qui cherchent à éviter les conflits longs et coûteux. Car au final, la question n'est plus: peut-on battre l'Iran? Mais plutôt: est-ce que cela en vaut vraiment le prix? Et tant que la réponse reste incertaine, l'Iran conserve un avantage stratégique majeur. Une idéologie forte et mobilisatrice. Le régime s'appuie sur une idéologie religieuse et politique qui renforce la résistance interne. Au-delà des armes, des stratégies et des alliances, il existe une force souvent invisible, mais extrêmement puissante, l'idéologie. Dans le cas de l'Iran, cette dimension est essentielle pour comprendre sa capacité à résister.
Depuis la révolution iranienne de 1979, le pays ne se définit pas seulement comme un État, mais comme un projet politique et religieux. Une vision du monde. Cette idéologie repose sur plusieurs piliers, l'indépendance face aux puissances étrangères, la défense de la souveraineté nationale, et une dimension religieuse profondément ancrée dans le système politique. Mais surtout, elle crée un récit. Un récit dans lequel l'Iran n'est pas simplement un acteur géopolitique, mais une nation en lutte, une forteresse assiégée, confrontée à des ennemis extérieurs. Et ce récit a un impact direct sur la population. Dans les moments de tension ou de guerre, le pouvoir s'appuie sur cette idéologie pour mobiliser, unir, et donner du sens au conflit. La résistance devient alors plus qu'une nécessité stratégique, elle devient une cause. Une mission. Ce type de mobilisation est extrêmement puissant, car il agit sur la perception même de la guerre. Les sacrifices, les difficultés économiques, les pressions extérieures, tout cela peut être interprété comme faisant partie d'un combat plus grand. Et cela change la donne. Car un pays qui croit en ce qu'il défend est souvent plus difficile à affaiblir. La motivation ne repose plus uniquement sur la peur ou l'intérêt, mais sur des convictions profondes. Mais ce n'est pas tout. Cette idéologie influence aussi la manière dont l'Iran se positionne à l'international. Elle lui permet de se présenter comme un acteur de résistance face à certaines puissances, ce qui peut lui attirer des soutiens ou au moins une certaine sympathie dans certaines régions du monde. C'est une arme immatérielle. Invisible, mais durable. Et contrairement aux équipements militaires, elle ne peut pas être détruite par des frappes ou des sanctions. C'est ce qui la rend si précieuse. Ainsi, même sous pression, même face à des difficultés internes ou externes, l'Iran conserve une forme de cohésion, alimentée par cette idéologie. Une cohésion qui renforce sa capacité à tenir dans le temps. Et dans une guerre d'endurance, cela peut faire toute la différence. Un système interne de loyauté. Le pouvoir iranien maintient sa stabilité grâce à des réseaux économiques et politiques qui récompensent les fidèles. Pour résister à la guerre, il ne suffit pas d'avoir une armée forte ou une bonne stratégie. Il faut aussi une chose essentielle, un pouvoir stable de l'intérieur. Et c'est exactement ce que l'Iran a construit au fil des années. Derrière son apparence politique, le régime repose sur un réseau solide de loyauté, un système où différents acteurs militaires, économiques et politiques sont étroitement liés au pouvoir. Au cœur de ce système, on retrouve encore une fois le corps des gardiens de la révolution islamique. Mais cette fois, pas seulement comme force militaire. Le corps des gardiens joue aussi un rôle majeur dans l'économie du pays. Il contrôle ou influence de nombreux secteurs, construction, pétrole, infrastructures, commerce, ce qui lui donne un poids considérable. Pourquoi c'est important? Parce que cela crée une relation directe entre pouvoir et intérêts économiques. Les personnes et les groupes qui soutiennent le régime ne le font pas uniquement par idéologie, mais aussi parce qu'ils bénéficient de ce système. Ils ont des avantages, des opportunités, une position à préserver. C'est une alliance d'intérêts. Et dans un contexte de guerre ou de crise, cette structure devient un pilier de stabilité. Même sous pression extérieure, même face à des sanctions économiques, le système tient, parce que ceux qui en font partie ont tout à perdre s'ils s'effondrent. C'est une mécanique de fidélité. Mais ce réseau ne se limite pas aux élites. Il s'étend aussi à différentes couches de la société, à travers des institutions, des aides, et des mécanismes de soutien qui renforcent le lien entre le pouvoir et une partie de la population. Résultat, le régime ne repose pas sur un seul pilier, mais sur un ensemble d'acteurs interconnectés. Et cela rend toute tentative de déstabilisation beaucoup plus complexe. Car affaiblir l'Iran ne signifie pas seulement attaquer un gouvernement. Cela reviendrait à perturber tout un système d'équilibres internes. Un système où loyauté, pouvoir et intérêt sont étroitement liés. Et c'est précisément ce qui permet au pays de rester solide, même dans les moments les plus critiques. Une capacité à absorber les pertes. Même après des frappes importantes, l'Iran continue de riposter et s'adapte rapidement. Dans une guerre conventionnelle, chaque perte affaiblit une armée et peut ébranler un pays. Mais l'Iran a développé une capacité étonnante, absorber les pertes, tout en continuant de résister. Cette résilience repose sur plusieurs facteurs. D'abord, la société iranienne a été façonnée par des décennies de conflits. La guerre Iran-Irak dans les années 1980 a laissé des traces profondes, pertes humaines massives, infrastructures détruites, économie fragilisée, et pourtant, le pays a survécu. Cette expérience historique a inculqué une mentalité de résistance à la population et aux forces armées, encaisser, s'adapter, continuer.
Ensuite, le système militaire lui-même est conçu pour la redondance. Les unités, les armes et les bases sont dispersées, parfois souterraines, ce qui réduit l'impact d'une frappe ciblée. Si une unité est neutralisée, une autre prend le relais. De plus, l'Iran ne repose pas sur une armée unique centralisée. Le mélange entre l'armée régulière et le corps des gardiens de la révolution islamique permet une flexibilité exceptionnelle. Les pertes dans un secteur peuvent être compensées par des forces dans un autre. Mais cette capacité à encaisser va au-delà de l'aspect militaire. L'idéologie, la propagande, et le système interne de loyauté jouent un rôle clé. Les sacrifices sont présentés comme nécessaires pour la survie nationale et du régime. Les pertes deviennent un symbole de résilience et de détermination, renforçant la motivation de ceux qui restent. Enfin, cette capacité à absorber les pertes agit aussi comme un levier stratégique. Les adversaires savent que chaque frappe ou action militaire n'affaiblira pas facilement l'Iran. Chaque attaque coûteuse en ressources et en temps peut ne produire qu'un effet limité, tandis que le pays continue de se reconstruire et de riposter. En somme, l'Iran ne combat pas seulement pour gagner, il combat pour durer. Et cette endurance, cette capacité à encaisser et à rebondir, fait partie intégrante de sa stratégie de résistance. Une guerre élargie, économique et cyber. L'Iran ne fait pas que la guerre militaire, il agit aussi sur l'économie mondiale, le cyber et les infrastructures. La guerre moderne ne se limite plus aux champs de bataille ou aux frappes aériennes. Pour l'Iran, la résistance prend aussi la forme d'une guerre élargie, économique, cybernétique et informationnelle. Sur le plan économique, l'Iran s'est transformé la dépendance mondiale à certaines ressources en levier stratégique. Le détroit d'Ormuz et ses exportations de pétrole lui donnent un pouvoir qui dépasse ses frontières. Les menaces de blocage ou de perturbation de ces flux peuvent ébranler les marchés mondiaux, augmenter le coût de l'intervention pour ses ennemis et créer un climat d'incertitude internationale. Mais l'Iran ne s'arrête pas là. Dans le cyberespace, le pays a développé des capacités de plus en plus sophistiquées. Attaques sur les infrastructures, piratage ciblé, sabotage de systèmes critiques, autant d'outils qui lui permettent de riposter sans mobiliser directement ses troupes. Chaque attaque cybernétique est une extension de sa stratégie asymétrique, elle inflige des dommages tout en restant difficile à attribuer, augmentant la complexité de la réponse ennemie. Enfin, l'Iran maîtrise également la guerre informationnelle. Les réseaux sociaux, la propagande et l'influence régionale permettent de façonner l'opinion, de soutenir ses alliés et de semer la confusion chez ses adversaires. La perception d'une puissance insurmontable devient un outil stratégique à part entière. L'avantage de cette guerre élargie est clair, elle multiplie les fronts et rend chaque intervention coûteuse et risquée. Même si l'Iran subit des frappes militaires, il peut répliquer ailleurs, créer des perturbations économiques et cybernétiques, et maintenir une pression constante sur ses adversaires. Ainsi, sa résistance ne repose pas uniquement sur des soldats ou des missiles. Elle repose sur une approche globale, intégrant la géopolitique, l'économie, la technologie et la perception internationale. En combinant ces différents niveaux de combat militaire, économique, cyber et informationnel, l'Iran construit un système de défense extrêmement difficile à neutraliser. Et c'est précisément cette vision globale qui explique pourquoi, malgré les pressions et les menaces, le pays continue de résister et de faire valoir sa stratégie dans un environnement mondial complexe. Abonne-toi, like et partage pour découvrir plus de secrets comme celui-ci.